apéro de l'éducation, durant lequel nous allons explorer les faces cachées de la langue scolaire. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Avant de vous présenter le sujet, je vais quand même vous présenter l'organisateur. L'organisateur, c'est CGE, Changement pour l'égalité, un mouvement socio-pédagogique qui travaille à développer des dispositifs qui permettent de contribuer à réduire les inégalités scolaires. En effet, nous savons que le rôle de l'école, c'est de contribuer à réduire ces inégalités. Et pour cela, dans notre mouvement, nous voulons agir sur 3 niveaux. Un premier niveau sociopolitique, un deuxième niveau au cœur de la classe, et un troisième niveau dans la relation entre les familles et les acteurs. Alors le premier niveau sur le plan sociopolitique, on dénonce au niveau social et politique ce qui fait en sorte que les inégalités sociales se transforment à l'école en inégalités scolaires. On travaille également à agir dans des lieux où nous pouvons devenir une force de proposition et être des acteurs de changement. Au cœur de la classe, nous réfléchissons entre pratiquants, entre enseignants sur nos pratiques pour agir là où nous sommes et nous organisons des formations pour faire connaître, proposer des façons d'enseigner qui prennent en compte la diversité des origines sociales des élèves. Et au niveau de la relation entre les familles et les acteurs éducatifs de l'école et des associations, là nous essayons d'établir des partenariats où chacun peut trouver sa place et il y a pour cela des lieux que nous organisons, la coalition avec les familles populaires. Donc ce sont différents lieux dans lesquels différents niveaux dans lesquels nous essayons de travailler et de faire en sorte que ces inégalités se réduisent et que l'école puisse servir d'ascenseur social. Alors, CG, si vous voulez en savoir plus, ce n'est pas très compliqué, vous pouvez vous abonner à la Gazette du Mouvement qui s'appelle Traces de changement et dont vous allez trouver plein d'exemplaires sur la table sur le côté. Et vous pouvez aller visiter notre site http://changementégalité.be. Donc, ce que je vous encourage grandement à faire. Alors, notre conférence de ce soir. Alors, pourquoi faisons-nous? Qu'est-ce que c'est qu'un apéro de l'éducation? C'est une petite conférence débat. Donc, on fait ça sous un modèle un petit peu plutôt court, à 1 heure facile, nous semble-t-il, en fin de journée. Donc, cet apéro sera divisé en 3 parties. Une première partie où vous aurez une conférence, une deuxième partie d'1 heure où nous aurons l'occasion d'échanger sur ce que cette conférence aura fait émerger comme réflexion et nous pourrons discuter de cela. Et la troisième partie se terminera au bar où vous pourrez échanger de façon informelle. Alors, ces apéros de l'éducation, ce n'est pas pour vous montrer des bonnes pratiques, mais c'est vraiment pour travailler ensemble à réfléchir sur nos pratiques et devenir des acteurs du changement là où nous sommes, dans le milieu dans lequel nous travaillons. Et aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration des faces cachées de la langue scolaire. Alors, Anne-Sophie Romainville a fait ce travail fort intéressant, elle est sociolinguiste, elle a donc analysé finement les productions orales et écrites d'élèves de notre communauté française. Et ça, pour moi, c'était super intéressant. Alors, elle a travaillé sur des élèves de 8 classes dans 3 profils, dans 3 parcours. Donc, des élèves de classe dans une école favorisée de l'enseignement général, des élèves de l'enseignement général dans une école moins favorisée et des élèves de l'enseignement professionnel dans une école aussi fréquentée par un public moins favorisé. Et sa recherche initiale, c'était de dresser le portrait des compétences linguistiques de ces élèves en fonction de leur parcours scolaire. Mais ce qu'elle a découvert est allé bien au-delà. Son exploration l'a mené bien plus loin que ce qu'elle avait d'abord pensé découvrir. Et donc elle s'est rendue compte, et elle va nous en parler, que les dispositifs pédagogiques
tout en ayant l'apparence formelle de respecter les programmes, étaient appliqués différemment selon le milieu social, l'école, le type d'école dans lequel ils étaient mis en œuvre. Et qu'on pouvait parler d'adaptation, mais que ça ne donnait évidemment plus du tout les mêmes compétences. Or, quelles sont les compétences que les élèves doivent maîtriser pour réussir à l'école? Ça, c'est tout ce dont elle va nous parler. Avant de nous parler de ses compétences, de son travail, de sa recherche, nous allons entendre Véronique Baudranguin, qui est une jeune institutrice retraitée et qui va nous parler de son expérience en tant qu'institutrice sur ce qu'au départ on pourrait imaginer être des perles d'élèves, mais qui traduisent leur rapport à l'apprentissage de ces enfants. Et après nous entendrons, donc on va démarrer par des témoignages, et puis nous entendrons Thérèse Diez, qui elle est enseignante dans le début du secondaire, dans l'enseignement différencié, donc dans les 2 premières années du secondaire pour les élèves qui n'ont pas obtenu leur certificat d'études de base. Et donc elle va nous faire part également d'observations, mais aussi de beaucoup de questionnements. Et puis nous entendrons Anne-Sophie, et puis après vous pourrez débattre, et je prendrai le micro pour la suite, pour voir comment le débat se met en train. Ce que je vais vous présenter, c'est 4 situations en première ou deuxième primaire, des situations où des enfants ont manifesté des difficultés par rapport à la langue de l'école, à l'usage de la langue de l'école. Alors, j'aurais pu vous présenter ça, en tout cas pour certaines de ces situations, comme des perles de langage enfantin. Ça fait sourire. Mais je pense qu'il y a bien plus que ça là derrière, et essayer de comprendre ce qui provoque ces difficultés chez les enfants, chez certains enfants, ça permet aussi de se rendre compte, comme Isabelle vient de le dire, de ce que l'école exige mais n'enseigne pas, de ce qu'elle pense acquis chez tous les enfants. Alors, j'aurais quelque chose pour vous bien fait, mais ça n'ira pas comme ça. Bon, donc, la première situation, c'est une situation en première primaire avec des enfants à qui je demande d'écrire le portrait d'une mamie. Alors en fait, ils ont lu un petit livre et ils ont la structure, ils ont reçu la structure qu'ils vont devoir utiliser pour écrire le portrait de leur mamie, enfin d'une des mamies. Alors, voilà, donc je leur dis, vous allez écrire le portrait d'une mamie, de quoi allez-vous parler dans votre texte? Et Safia répond, je vais la dessiner. Beaucoup d'enfants avaient levé leurs doigts, et donc moi je m'étais dit, bon, le portrait, ça doit être quelque chose de connu. Mais quand j'interroge Safia, elle me dit, je vais la dessiner. Je reprends et je lui dis, donc, je n'ai pas demandé de dessiner une mamie, vous allez écrire un texte pour décrire votre mamie. De quoi vas-tu parler dans ton texte, Safia? Et Safia reprend, je vais la dessiner. J'abdique un petit peu par rapport à ça, puisque mon but était de savoir ce que les enfants avaient dans la tête, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien dire sur leur mamie. Et je dis, eh bien, si tu la dessines, à quoi vas-tu faire attention? Et Safia me répond, à ne pas rater. Voilà. Alors, ça pourrait faire un peu sourire, hein, mais il est quand même intéressant de demander quelles sont les raisons de, pour moi, le triple problème de Safia. Et il y a d'abord un problème avec le mot portrait. Et ça, dans l'enseignement fondamental, en primaire, quand on dit on va faire le portrait, c'est souvent sous-entendu qu'on va écrire un texte, qu'on va écrire. Alors qu'un portrait, je pense que comme moi, vous savez qu'on peut faire une sculpture, un film, une vidéo, un dessin, comme Safia voulait le faire, puisqu'elle avait son extrait en maternelle. Donc ça, c'est déjà un implicite. Alors ici, je vais devoir les afficher tous en même temps. Donc, le sens que l'école met sur les mots. Et le sens que l'école met sur les mots, ce n'est pas toujours le sens qu'on mettrait à l'extérieur de l'école. Donc, pensez par exemple au mot droit. Je prends souvent cet exemple-là, parce qu'on dit, tiens-toi droite, mets ton cahier droit, ta feuille droite. Et puis, il y a aussi l'angle droit. C'est quand même des situations, des utilisations de ce mot tout à fait différentes.
Ensuite, il y a le mot texte. Texte, malgré le fait que j'ai repris une fois en tout cas, auprès de Safia, que voulait dire le mot, qu'il ne fallait pas dessiner, mais qu'il fallait écrire un texte, elle maintient, elle veut dessiner. Et sans doute, c'est parce que je me suis demandé pourquoi, et je pense que c'est parce que le mot texte ne fait pas partie de son univers familial. C'est de nouveau, c'est un mot scolaire, un texte. Et donc, c'est le deuxième point qui est affiché là, qui montre qu'on utilise souvent des mots à l'école, qui sont des mots liés à ce qu'on apprend à l'école, et ces mots-là ne font pas nécessairement partie de l'univers familial de certains enfants. Et enfin, peut-être le plus anecdotique, mais quand même, c'est la partie à quoi vas-tu faire attention, et que Safia me répond à ne pas rater. Et donc Safia a pris le sens de faire attention à, c'est-à-dire prendre garde, faire gaffe à, alors que moi, c'était observer quelque chose. Et donc ça, c'est une expression française qui a plusieurs sens, et ça se passe souvent. Et nous, dans notre manière de parler avec les enfants, on y met un sens, et des enfants peuvent y mettre un autre sens. Voilà pour la première situation. La deuxième situation, c'est en mathématiques. Et là, on avait travaillé, c'était en deuxième primaire, début de deuxième primaire, comparer des gobelets. Et les enfants avaient dû écrire sur une affiche ce qu'ils trouvaient pareil et différent. On avait regardé ce qui était intéressant en mathématiques, donc on avait côté les couleurs, on n'avait pas besoin de regarder qu'il y en avait un rose et un vert, c'est différent, mais en mathématiques on ne s'intéresse pas tellement à ça. On avait regardé leur taille, on avait parlé de haut, bas, étroit, large, j'avais travaillé la structure, plus petit que, plus grand que, enfin j'étais sûre d'avoir très bien fait. Mais j'avais fortement insisté sur les mots pareil et différent. Et quand le lendemain, je demande à des enfants de me dire est-ce que vous voulez bien en dicter à l'adulte, donc c'est moi qui écrivais, mais les enfants devaient me dicter, on va essayer d'écrire ce que signifie le mot comparer. Eh bien, plusieurs enfants, voilà ce qu'ils m'ont dit, comparer, c'est pareil et différent. Mais qu'est-ce que vous faites, je dis, quand vous comparez? Ah oui, c'est pareil et différent. Et les enfants sont restés sur pareil et différent. Alors, de nouveau, on peut se poser la question pourquoi, surtout que avant cette dictée à l'adulte et avant que je n'ai travaillé spontanément, les enfants disaient il faut qu'on regarde ce qui est pareil et ce qui est différent, ou il faut qu'on regarde ce qui n'est pas le même. Et c'est quelque chose que pas mal d'enfants font à partir du moment où l'enseignant insiste sur des mots qui leur paraissent savants. Ils essayent de les utiliser dans ce qu'ils disent et leur production devient parfois incohérente. Comme ici, c'est une production orale, mais elle devient incohérente. Et donc, c'est ce que je remarque, j'ai noté comme ça, des productions incohérentes, les enfants reprennent de manière erronée des formules travaillées en classe et croient que c'est ça que l'école demande, connaître les bons mots. Et ici, les enfants n'avaient même pas perdu, parce que parfois ils perdent le sens de ces mots. Mais ici, ils n'avaient pas vraiment perdu le sens du mot, mais la structure, ils ne l'avaient plus, comme on peut l'utiliser pareil ou différent. Alors, je suis à la troisième partie. Alors ça, c'est de nouveau en première primaire, en lecture, une petite fille qui lit un texte de ce livre, Une mamie en or. Et voilà ce que Shaima lit. Elle lit « J'ai déjà dit » au lieu de « Je te l'ai déjà dit ». Elle lit « Il faut voir son bolide », ma grand-mère, la mamie roule sur un scooter. Donc « Il faut voir son bolide » au lieu de « Il faut la voir sur son bolide ». Et parfois elle prend des robes au lieu de « Parfois elle porte des robes ». Cette petite fille était une bonne lectrice. En tout cas, moi, je estimais qu'elle était une bonne lectrice parce qu'en février, elle déchiffrait la majorité des mots. Elle en reconnaissait beaucoup sans plus devoir les déchiffrer. Et elle créait du sens. Et je pense que c'est ça qui a posé problème à Shaima. Quand elle lit « Je te l'ai déjà dit », c'est quelque chose qui ne crée pas de sens dans sa tête. Et donc, elle modifie ce qu'elle lit pour que ça fasse sens dans sa tête. Et donc ça, on peut... je pense que Anne-Sophie en parlera, moi je l'attribue à une différence entre l'oral et l'écrit. Ce qui est écrit, je te l'ai déjà dit,
porter des vêtements, ça ne se pratiquait sans doute pas dans la famille de Chalima à l'oral. Enfin, la dernière situation, c'était en deuxième primaire, on avait un terrarium avec des escargots. Grâce à ça, on peut voir plusieurs choses, mais enfin, la reproduction des escargots, on n'avait pas vu l'accouplement en tout cas. On avait récupéré des œufs. Et donc, grâce au terrarium, on avait vu plusieurs choses, mais pas tout. Et donc, je complétais ce qu'on n'avait pas pu observer pendant l'année avec la lecture d'un livre documentaire. Et dans ce livre documentaire, il y avait une grande fresque qui parlait de la reproduction des escargots. Et donc, on l'a observé, on a discuté sur ce qu'elle nous montrait. Et par ailleurs, ce qu'on n'avait pas pu observer non plus dans notre terrarium, c'était les prédateurs des escargots. Et donc, je parle aux enfants aussi des prédateurs des escargots et de la manière qu'ils ont de se défendre. Et quand le lendemain, je montre à nouveau cette grande fresque et je demande à un enfant de me dire « Peux-tu nous rappeler de quoi parle le cépage ?» Alors Alexander me dit de comment on fait des bébés. Ce qui était pas mal, hein, mais je suis d'accord. Et quel est le mot correct pour dire comment on fait des bébés? Et là, Alexander me dit « Les escargots font des produits, c'est la bave, et je ne me souviens plus du bon mot. » Et une petite fille dit « Mais non, pas faire des produits. » Et Alexander dit « Ah non, 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 les escargots se produisent. » Voilà, alors ça vous fait sourire, et de fait, c'est pour ça que je dis que c'est des mots enfantins qui peuvent faire sourire. Mais là, quand même, je me suis demandé, moi, mais qu'est-ce qui se passe là? Cet enfant-là est en train de mélanger des mots, c'est vrai, qui sont très proches, se reproduire et produire. Hein, mais du coup, qu'est-ce qu'il a compris de ce qui a été expliqué la veille? Alors, je n'ai pas eu de solution, mais par contre, c'est quelque chose qui arrivait relativement souvent dans la classe, en tout cas dans cette classe-là, et je me suis toujours dit qu'il fallait absolument exiger les formulations comme à l'écrit. Donc ici, quand il m'a dit de comment faire les bébés, j'ai demandé mais comment dit-on ça, quel est le mot correct, hein, et enfin on n'a pas retrouvé ce mot reproduction. Alors, si je le demande, ça a un double effet pour moi. Ça a le premier effet que je me rends compte ici comment l'enfant se l'approprie, mais aussi je peux me rendre compte de... Enfin, je me rends compte de comment l'enfant se l'approprie, et pour moi c'est ça le plus important. Et évidemment, il y a aussi en parallèle le fait de le donner aux enfants et de dire, voilà, on va plus dire de comment les escargots font les bébés, mais on va parler de la reproduction des escargots. Mais le demander, ça permet de voir toutes ces choses qui nous paraissent évidentes à nous et qui provoquent tellement de difficultés chez des enfants qui, de fait, ne manipulent pas ces mots-là tous les jours à la maison. Voilà. Je termine par une dernière dia. Oui, c'est pas transparent, c'est dia. Transparent, c'est fini. Où j'ai simplement repris là tous les points d'attention que je viens de vous citer dans les différentes situations. Donc le sens que l'école met sur certains mots, les mots qui sont tout à fait scolaires, enfin, qui font partie de l'univers scolaire, les mots ou les expressions de la langue française qui ont plusieurs sens, l'attrait pour les beaux mots qui font savant, et que ce soit ça que l'école demande, la différence entre l'oral et l'écrit, et faire sentir, faire comprendre aux enfants qu'on peut... que ce n'est pas la même manière, le même usage, c'est un usage différent d'une même langue, et exiger les formulations comme à l'écrit, qui permettent donc à la fois de se rendre compte des problèmes qu'ont les enfants, qu'ont certains enfants, et de donner ces formulations comme à l'écrit. Voilà, merci, et à tout à l'heure pour le débat. Moi, je vais vous mener en secondaire, donc là on était dans le primaire, et dans le secondaire, pour les enfants qui ont ou raté le primaire, ou qui ont eu un parcours compliqué, qui sont passés par du spécialisé, ou qui arrivent parce que ce sont des ex-primo-arrivants, et donc ils arrivent dans nos classes de différencier. La seule condition, c'est de ne pas avoir ce CEB et d'avoir 12 ans. Ça va? Et je vais inviter parmi nous, en prenant des propos d'élèves, Saint-Quicha et Nesrine. Parce que ils ont, si on se met à leur écoute,
ils perçoivent beaucoup de choses, ils disent beaucoup de choses, et je trouvais que par rapport au sujet de ce soir, eh bien, elles avaient déjà tout juste. Et donc, Sankisha, c'est une jeune Congolaise, c'est important pour la suite. Et alors, elle dit qu'elle n'aime pas aller dans son groupe de référence. Alors, c'est une école un petit peu spéciale. Les groupes de référence, c'est un moment de la journée où ils se retrouvent de la première année à l'Areto. C'est un mélange d'élèves, ils ont du travail autonome à ce moment-là. Et ça m'a étonnée, parce que Sankisha, dans sa classe, elle est super bien, elle est le leader, elle a même eu le prix de la meilleure camarade, mais elle n'aime pas aller dans son groupe de GR, et elle me dit, je n'aime pas aller dans ce groupe de référence, il n'y a que des Flamands. Ce n'est pas qu'ils parlent tous le néerlandais, mais ce sont des Blancs. Enfin, des purs Belges, quoi. Ceux qui viennent de la Flandre, des garçons aux yeux bleus, des filles blondes, mais pas toutes. Les nuances, c'est parce que je lui pose des questions à chaque fois et alors elle précise. Je n'aime pas car ils ne sont qu'entre eux. Ils n'ont pas les mêmes délires que nous, genre entre arabes, noirs. C'est pas la même chose qu'avec les blancs. Ils ne se mélangent pas du tout. Dans mon GR, je ne traîne qu'avec Karak et Dina. Eux, ils sont rebaptisés. Ils discutent avec les blacks, les arabes, ils parlent de la même manière. Quand je sors de l'école, je ne suis jamais avec des blancs. Je n'ai pas l'habitude de fréquenter ces gens-là. Dans ma famille, on est soit noir, soit caramel. Il n'y a que dans cette école, pour la première fois de ma vie, que j'ai été mélangée avec des flamands. Ils racontent des blagues nulles que je ne comprends pas. Elles ne sont pas drôles. Nisrine, même profil, mais plutôt d'origine arabe, se joint à la conversation. Elle me dit, ils parlent drôle, comme s'ils étaient des richetons. Comme ceux qu'on voit dans les films et qui vous voient leurs parents. Mais quand même, pas ceux d'ici à l'école. Mais ils s'habillent comme des hippies avec plein de couleurs, c'est bizarre. Sankisha reprend. Dans mon GR, je ne demande pas d'aide. Souvent, les grands, ils ont trop de travail et ils s'isolent dans une autre classe pour le faire. Je ne vais pas vers eux. Ils sont trop calmes, ils sont mous, ils parlent tout doucement. Moi, je suis plus dans l'action. Je ne les comprends pas toujours. Ils rigolent pour rien. Nisrine reprend la parole et il me dit « Les logopèdes qui s'occupent de nous, parce qu'il faut savoir que c'est des jeunes filles qui sont passées par le spécialisé, qui sont en intégration, donc elles ont un suivi. Donc les logopèdes qui s'occupent de nous, elles aussi, elles parlent comme des bourges. C'est comme si les bourges se croyaient mieux que les autres, comme pour les rabaisser. Ils se croient au-dessus de tout le monde. Ils répondent aussi parfois mal aux professeurs. Ils croient trop que ce sont des thugs, des personnes qui osent. Le français qu'on parle à l'école, il est différent de celui qu'on parle avec les copines. Ce n'est pas la même langue qu'à la maison. Souvent, on reste de notre côté, même seul, car on ne comprend pas leur délire. Quand ils parlent, c'est comme du chinois. On ne se sent pas à notre place, il n'y a qu'avec nos potes qu'on se sent à l'aise. Voilà pour mes deux copines. Et ça m'amène à réfléchir et à me dire, entrer dans la langue scolaire, c'est pas qu'apprendre un vocabulaire ou une tournure de phrase, c'est se déplacer et c'est se transformer. Et comme je le disais, c'est pas que du vocabulaire, mais souvent à l'école, quand on est dans des classes homogènes, ce qui était mon cas pendant des dizaines d'années, dans des milieux très populaires et à Molenbeek, on n'a pas cette différence. Tous parlent le même langage et tous se comprennent très bien entre eux. Ici, dans cette école, il y a un mélange, il y a une mixité. Et par exemple, cette année, dans la même classe, j'ai une petite fille, je ne la citerai pas, mais dans son petit texte, son premier portrait chinois, elle me parle d'hibiscus, elle me parle de créole, elle me parle d'un salar, elle me parle d'un coucou en bois. Cyril, notre gamin, me parle de saut à la haie, saut de haie. La plupart sont largués avec ça, ils n'ont pas capté de quoi on parlait. Et donc, ça devient plus difficile encore de faire notre travail parce que c'est comme s'il y avait les uns qui l'avaient, les autres qui ne l'avaient pas, et pourquoi les uns et pas les autres. Mais alors aussi, c'est surtout, ce qui me touche le plus, c'est qu'on ne se comprend pas. On n'a pas le même humour, parce qu'on ne comprend pas le sens premier, le sens second. Très souvent, les uns restent au sens premier, les autres sont au deuxième, troisième, voire quatrième degré. Tout ce qui est texte est implicite dans les textes. Le manque d'approche de ces textes et de cet écrit, de cette culture écrite, fait que ça passe très loin.
Et donc, ce langage et cette culture orale qu'ils ont, c'est surtout un outil de communication et qui est d'un usage familier pour les uns. Et pour les autres, on est déjà dans de la culture écrite, même si c'est oralement que ça se passe. Et donc, la langue, pour les autres, devient plus un outil de pensée, on est dans de l'abstraction, on est dans de la réflexivité. Et à côté de ça, moi j'ai les autres gamins, j'essaye de faire de l'analyse à partir de la phrase de Ricardo joue avec la balle rouge. Moi clairement je suis dans mon projet de faire de l'analyse. Et les gamins me disent ta, la balle elle n'était pas rouge, elle était orange. Voilà, on est sur des voies différentes et on ne les capte pas toujours. Et donc moi ça crée beaucoup de tension. Je vais essayer d'en dire quelques-unes. C'est d'une part le vocabulaire. Alors oui, c'est un incontournable. Hein. Est-ce qu'on travaille en situation, selon qu'il apparaît? Mais on ne peut pas s'arrêter à tous les mots. Donc moi, un petit truc que j'ai un mur des mots et on les note, et quand on a un stock de mots, ben, on les retravaille après. En même temps, il y a du vocabulaire qui pour moi est un incontournable, et on est censé mener ces enfants-là vers le CEB. Et donc, il y a tout un vocabulaire aussi savant qu'ils doivent s'approprier pour le CEB. Par exemple, je prends une phrase dans le CEB qui revient tout le temps, c'est « Quelle est l'intention dominante de l'auteur ?» Et puis là, on a persuader, enjoindre, convaincre, enfin bon. Intention dominante, auteur, et puis quand on rentre dans enjoindre et tout le reste, voilà, on les a perdus. Mais donc, les sentiments, pour moi c'est super important aussi d'organiser les mots des sentiments, parce que quand on n'a pas les mots, on a les coups. Et donc de pouvoir nommer les choses et de pouvoir le faire finement, ben voilà. Mais donc c'est vraiment une tension pour moi. Organiser les approches pour être sûr qu'ils auront vu un certain bagage de mots, les prendre à la volée, voilà. Quand on a ces mots, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on travaille l'inférence et faire deviner dans le contexte ce qui est le plus porteur quelque part? Parce que c'est grâce à ce dispositif-là qu'ils pourront après découvrir plein d'autres mots sans spécialement les connaître. Et en même temps, le dictionnaire. Alors on dirait que de nos jours, on peut taper sur l'ordinateur, ça résout le problème de retrouver le mot, parce que souvent dans nos dictionnaires, ils ne sont pas complets. Hein. Il y a beaucoup de mots que les éditeurs n'ont pas mis dedans. Parce que, tant que c'est la première lettre, la deuxième, ça va, mais s'il faut encore discriminer à partir de la troisième. Mais après, il faut encore choisir le bon sens. Et en plus, quand on a lu la définition, on avait fait un barbecue, c'était mariner, mettre dans une marinade. Voilà, ça me replonge dans la marinade et puis dans tout le reste. Voilà, une autre tension. Troisième tension, moi j'ai du mal avec ça, c'est qu'est-ce qui est essentiel? Moi je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois sélectionner comme mots, lesquels je vais pointer quand je lis par exemple un livre? Je voudrais tous pouvoir les expliquer et cette tension-là, ben, elle m'habite et elle m'habite tout le temps. Quand on est dans de l'oralité, par exemple, qu'on fait un quoi de neuf le matin, qu'on commence par des moments de parole, est-ce que le but c'est de laisser s'exprimer ou alors d'être en train de corriger? Hein, je suis allée au docteur, et puis je me dis, bon, voilà, tension. De temps en temps, je reprends, quand surtout ça revient souvent, puis d'un autre côté, je me dis, l'important c'est aussi qu'il s'exprime. Plus important encore, je suis occupée à lire un livre ou autre chose, c'est s'adapter. Est-ce qu'on s'adapte et on reformule tout? Est-ce qu'on s'en tient au vocabulaire et à la structure du texte? Et c'est ça aussi cette grosse difficulté de se dire comment est-ce qu'on les fait passer de cette langue qu'ils connaissent vers l'autre langue, et en même temps comment est-ce qu'on fait des ponts pour pouvoir faciliter ce passage? Et alors, comme corollaire, dernière tension, est-ce qu'on, à vouloir aider et à vouloir réussir, faire réussir, très souvent, et c'est même dans nos consignes qu'on reçoit des logopèdes qui suivent nos élèves, ils nous disent il faut morceler les tâches, et ça ils vont savoir faire. Mais à force de découper, on perd la complexité des choses, et c'est là que c'est intéressant, c'est d'entrer dans de la complexité. Donc, nouvelle tension, est-ce qu'on reste dans du complexe et on s'interdit parfois, mais violemment, de se dire non, je ne vais pas y aller tout de suite, vas-y, cherche encore un peu, ou alors on explicite, mais à force d'expliciter, ben, on a fait pour eux. Et alors dans le que faire, et je terminerai là-dessus, que faire, c'est des petites pistes, hein, mais en tout cas moi, je suis très claire et je suis bien positionnée pour ça, étant moi-même issue de milieux populaires et de milieux étrangers.
je trouve qu'il faut expliciter les choses et de dire oui, c'est une autre langue. Il y a un passage et il y a quelque chose pour lesquels il faudra se faire violence, il faudra rentrer dans cette langue-là. Ce n'est pas une langue qui nous est familière, mais elle va devoir le devenir si on veut aller plus loin et si on veut aller dans des études. Pourquoi les uns l'ont déjà ou pas? Ben oui, moi j'amène un peu de sociologie. Les milieux populaires, c'est quoi? Les classes sociales plus favorisées, c'est quoi? Alors je vous dis tout de suite, c'est plus facile à faire quand on n'a que des populos, comme dit ma copine Véronique, en face de soi. Quand on a les autres, eh bien, il faut être encore plus dans la nuance et encore plus dans la place de chacun et le respect de chacun. Mais donc oui, il faut prendre une position forte et expliquer. Aussi, comment on étudie, ne pas hésiter, parce que les enfants me disent, oui, ben, c'est bien, mais comment moi je vais faire pour étudier? Eh bien, il faut partir de très, très bas s'il le faut, mais de là où ils sont, et tirer vers d'autres choses. Comment on étudie, oui, très concrètement. Comment est-ce qu'on va faire? Et alors aussi, des petites pistes, mais en même temps, c'est pour moi l'essentiel. Chez nous, à l'école, on a instauré le quart d'heure de lecture, eh bien, quotidienne. Moi, je m'y tiens et je trouve que c'est un moment important. C'est presque un moment où ce plaisir de l'écrit, mais pas spécialement de la narration, mais d'un temps de l'écrit, tous ensemble, et pouvoir même en parler après, ça me paraît un moment important. Et dernier moment, le plus important pour moi, c'est d'être dans du méta. Il faut que cette langue devienne un objet de travail et qu'elle nous serve d'outil pour tout le reste. Et nous, on a l'avantage et la grande chance d'avoir mis en place un journal des apprentissages. Et dans ce journal des apprentissages, ce qui est important, c'est de lister qu'est-ce qu'on a fait. Mais ça, ils savent le faire. Mais après, c'est pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qu'on a appris en le faisant. Et là, ça, c'est une autre aventure et ça mériterait rien que ça, une conférence à part entière. Je m'arrêterai donc là. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est vous présenter les résultats de ma recherche de doctorat que j'ai menée il y a quelques années, enfin 3 ans, en tout cas que j'ai terminé il y a 3 ans. Mais par ailleurs, je suis maintenant enseignante en formation initiale des enseignants, et du coup, je ne vais pas du tout en parler, mais je continue mes réflexions sur la question. Et donc, si dans le débat, éventuellement, vous êtes intéressé de discuter de ça, je serais ravie qu'on aborde le sujet aussi des étudiants dans le supérieur. Donc c'est surtout sur le secondaire, moi, que je me centre aujourd'hui. Alors donc, c'était une recherche qui avait pour but de comprendre la reproduction des inégalités sociales par l'école, avec vraiment un angle de vue sociolinguistique, donc avec une centration sur le rôle de la langue dans les processus sociaux. Et puis, comme on l'a dit, au final, je me suis quand même retrouvée à plutôt traiter de pédagogie, de dispositifs pédagogiques, toujours avec un regard linguistique, mais c'est clair que ça m'a vraiment fort sensibilisée à la question des dispositifs pédagogiques, mais ça, j'en parlerai à la fin. Donc, comme vous voyez, là, c'était une enquête multimodale, donc à la fois sociolinguistique, mais aussi ethnographique, c'est-à-dire que j'ai récolté des informations sur le parcours scolaire et social des élèves. J'ai donc poursuivi les profs pour avoir toutes les productions écrites de leurs élèves, les devoirs. J'étais en classe le plus de temps possible pendant 1 an, donc je changeais à chaque fois d'école, ce qui était très intéressant aussi pour saisir les contrastes. Et j'analysais ça donc avec des critères linguistiques. Donc je me suis complètement inscrite dans l'héritage de Bernard Lahire, qui est un sociologue du langage français, donc je n'invente pas l'eau chaude, clairement. Mais ce qu'il y a, c'est que je voulais clairement voir où on en était aujourd'hui et où on en était au niveau du secondaire, parce qu'il y a pas mal d'études quand même qui sont faites sur ces questions-là en primaire. La question, c'est de savoir à quel point, après quand même des années de scolarisation, les élèves ne parviennent pas quand même à entrer dans la culture de l'écrit. À quel point, si ce n'est pas le cas, ça peut créer des problèmes. Par ailleurs, l'idée, c'était vraiment parce que ce que Bernard Lahire a démontré, c'est en gros l'importance du rapport au langage particulier à la culture de l'écrit, rapport scriptural au langage, il l'appelle comme ça. C'est assez abstrait, pas très opératoire, et donc l'idée, c'était
à la fois de partir de ces concepts-là, mais aussi d'observation vraiment de linguistique appliquée pour décrire ce qui se passe dans les interactions, tant orales qu'écrites, à ce niveau-là. Alors, quelle est la particularité des pratiques langagières scolaires? Donc l'élève, de manière générale, doit produire et comprendre des discours qui sont décontextualisés et autosuffisants, efficaces et efficients, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement atteindre l'objectif, mais le faire avec le moindre ressources possible. Et par conséquent, ces discours doivent être, ou sont censés être, explicites, précis, lisibles, rigoureux et cohérents. Tout un programme. Alors, pourquoi? C'est vrai que finalement, pourquoi toutes ces exigences? Il y a un fondement évidemment de cette exigence discursive à l'école, c'est que le langage, dans notre culture, en tout cas dans notre façon de se représenter un bon savoir, une bonne connaissance du monde, le langage doit pouvoir représenter le réel de façon adéquate et accessible. Alors c'est lié, donc comme je le disais, avec tout un idéal de connaissance qui s'est développé tout au long de notre histoire, depuis l'apparition de l'écriture, à plein de changements liés à notre développement intellectuel. Donc à la fois c'est lié à l'apparition et au développement de l'écrit, mais aussi à des éléments culturels. Ça me permet juste ici de signaler que c'est pas parce qu'on écrit qu'on entre dans la culture de l'écrit. Donc il y a énormément de gens qui le disent, mais c'est vrai qu'on l'oublie parfois. Donc quand on fait le travail déjà de faire apprendre à écrire et à lire à des enfants, c'est bien. Maintenant, il faut les faire entrer dans la culture de l'écrit, c'est tout autre chose. Donc en gros, tout ce développement dans notre histoire de l'outil qu'est l'écriture a amené à une conception de la connaissance qui est assez particulière finalement, qui n'est pas universelle. C'est une connaissance qui doit être décontextualisée, apparaître hors du propre contexte, de la vie, des sentiments des personnes qui en parlent. Et du coup, on doit utiliser une prose descriptive, censée être transparente, pour faire passer son savoir, ses messages de façon accessible, critiquable, etc. Vraiment tout un... En fait, c'est normé, quoi. Il y a tout un idéal de connaissance. Certains parlent d'éthos rationaliste. Et donc, aussi, dans le même ordre d'idée, on considère qu'apprendre, c'est apprendre de façon décontextualisée, et donc pas par imitation pratique, pas par mimétisme. Et donc, c'est ça aussi qui fonde l'existence de l'école, hein, qui est une espèce d'institution hors vie, par laquelle on apprend des savoirs décontextualisés. Alors, ça change quoi? Ça change qu'en fait, on est dans un type de discours qui est différent du type de discours qu'on utilise au quotidien dans la plupart des familles. C'est-à-dire que tout humain, naturellement, apprend à parler, à communiquer efficacement avec son entourage. Et la conversation spontanée, naturelle, elle peut être vague, implicite, elliptique et incomplète. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le contexte et les interlocuteurs qui sont présents, qui sont connus. Et donc, si on a besoin d'une information supplémentaire, ou pour aller plus vite, on peut faire référence à des éléments du contexte. La porte est là, je la regarde, j'y ferme là, s'il te plaît. Le là, c'est pas explicité, mais c'est très clair que c'est la porte. Voilà, on fonctionne tout le temps comme ça dans la conversation spontanée. Alors, dans la production écrite, et alors je dis ici ou scripturale, parce que ça peut être une production de langage oral, avec le canal oral, mais qui appartient à cette culture de l'écrit. Donc dans la production de discours de type scolaire, par contre, on exige que le langage se suffise à lui-même, c'est-à-dire que notre discours soit autosuffisant pour dire le monde de façon précise et vraie. Pourquoi? Parce qu'à la base, et d'ailleurs c'était pas tout le temps, ça n'a pas directement été comme ça, il n'y avait notamment pas de ponctuation pendant toute une période quand on écrivait, et en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez d'infos parfois pour par la suite interpréter les textes qui étaient transmis de génération en génération, de pays en pays. Donc c'est vraiment des exigences d'explicitation qui sont liées à un besoin de faire partager les connaissances et de communiquer à travers le temps et l'espace. Donc on n'a pas le contexte pratique, on ne connaît pas les interlocuteurs, il faut s'assurer d'être suffisamment précis. Alors
ces deux façons d'utiliser le langage, moi j'ai décrit comme des modes. Bernard Lahire montrait que ça impliquait de développer des rapports au langage différents. Je pense que les concepts ne sont pas forcément importants. Le tout, c'est de saisir à quel point on switch vraiment d'une forme de langue à une autre. Donc on a déjà pas mal parlé du fait qu'à l'école, ce n'est pas les mêmes codes qui sont utilisés, ce pas les mêmes codes langagiers. Donc dans le mode conversationnel, donc qui est spontané, on va avoir une structuration chronologique et prosodique de la parole, c'est-à-dire qu'on va créer le message tout en pensant, et c'est bien normal. Et donc c'est dans le temps que le message se construit, et aussi avec les indices de la voix, les indices de la prosodie. On a un rapport complètement immédiat au contexte, et on a un rapport pré-réflexif à sa langue. Au contraire du mode scriptural, où on exige tout le temps un rapport réflexif, donc méta, analytique par rapport à ce qu'on dit. Donc un enfant de 3 ans va pouvoir dire j'ai faim, c'est un rapport pré-réflexif à sa langue, il va pouvoir le dire très correctement. Par contre, savoir qu'il utilise 3 mots, un pronom personnel, etc., ça demande un savoir réflexif, méta-langagier. Alors ce regard analytique et réflexif, il est nécessaire pour déterminer le sens produit par un discours scriptural. Donc à partir du moment où on a ces normes-là, tous les discours qui font partie de cette culture de l'écrit sont écrits de cette façon-là, et donc pour les comprendre, en général, il faut mobiliser ce regard analytique, mais aussi en production, quand on écrit, c'est pour vérifier l'adéquation entre son discours et sa propre intention de communication, ainsi évidemment que l'accessibilité de son propre discours à un lecteur imaginaire, naïf ou au prof, mais qui joue le jeu de ne pas trop en savoir sur la question. Donc globalement, cela demande de développer 2 compétences. La compétence métalinguistique, qui consiste à analyser la nature et le fonctionnement des formes linguistiques, et puis la compétence métadiscursive, qui elle consiste à prendre en compte et considérer les indices et les contraintes liées aux différents genres discursifs mobilisés, et il y en a pas mal en fait qui sont travaillés à l'école. Alors, donc je vais malheureusement revenir juste sur quelques résultats, épingler quelques résultats. Ce que j'ai pu faire lors de ma recherche, c'était d'identifier des profils sociolangagiers dans mon groupe d'élèves, qui permettaient de voir à la fois l'influence de l'origine sociale, mais aussi l'influence de la socialisation secondaire, donc du passage dans une école primaire plus ou moins exigeante, plus ou moins favorisée. C'est des mots un peu qui catégorisent facilement, mais voilà. Donc en gros, notamment dans l'école très favorisée dans laquelle j'étais, il y avait des élèves avec des compétences scripturales assez développées, qui venaient de milieux populaires, mais qui avaient la particularité d'avoir été scolarisés depuis le début dans une école très exigeante, notamment l'école jumelée à l'école secondaire. Par contre, voilà, dans les profils qui avaient le moins de compétences scripturales, se retrouvaient beaucoup d'élèves issus de milieux populaires. Donc j'ai élaboré 4 types de profils à partir des données que j'avais récoltées. Et je vais revenir juste sur les 2 premiers. Vous voyez, là, il y a une flèche qui vraiment indique que la scripturalité se développe en fait de façon continue. Et d'ailleurs, on est tous à des degrés divers encore en train de travailler notre scripturalité. Mais donc, au début de la flèche, se retrouvent les élèves pour qui, en fait, même à l'école, il s'agit de mobiliser vraiment des stratégies intuitives qu'ils mobilisent dans la vie de tous les jours pour interagir, comprendre le monde, répondre aux questions. Donc ceux-là vont vraiment mobiliser des stratégies conversationnelles. Donc ici, on a un extrait qui avait fait... un extrait d'une classe de première générale. Évidemment, il y avait eu un petit éclat de rire après la réponse de Wassila. Et donc, en fait, cet extrait-là, j'ai voulu vous le montrer parce que il y a clairement de l'humour et du jeu avec le prof, mais qui révèle aussi des tendances et des types de rapports au langage. C'est-à-dire qu'en français, shopping center, on appelle ça comment? Il y a vraiment une identification directe à son propre contexte d'énonciation. Bruxelles, on est en classe, on dit français, shopping center. Et donc je pense à ma réalité
peut-être pour rire, hein, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, voici là plus ou moins répondu sérieusement. Par contre, les autres, après, ont tous éclaté de rire. Et donc, je réponds pruneuve. Ça, c'est voilà, anecdotique. On peut se dire, bon, c'est pas très grave, c'est drôle. Et par ailleurs, il faut aussi rebondir là-dessus pour développer ça et voir la différence par rapport à ce qui est exigé par l'école. Par contre, là où ça peut poser problème, c'est que dans les profils d'élèves avec justement cette tendance à mobiliser des stratégies conversationnelles, se retrouvaient aussi des élèves de 17 ans qui étaient en qualification dans une classe, en qualification, et qui, face à la lecture de texte, étaient vraiment désarmés. C'est-à-dire que quand le sens émanait rapidement d'un texte, ça se passait bien. Il pouvait y avoir une discussion sur le contenu et c'était des élèves relativement investis. Par contre, dès que le texte était relativement hermétique, un peu résistant, il y avait une tendance vraiment à mobiliser des stratégies intuitives de bricolage ou vraiment purement conversationnelles pour lire le texte. Alors c'est soit, ça c'est bien connu et documenté, notamment Elisabeth Bautier a beaucoup étudié ça, donc j'en parle pas trop ici, mais les fameux réflexes de lecture segmentés. Donc on va repérer juste un mot qui est présent dans la consigne et on va aller essayer de voir le même mot ou un mot qui s'y rapporte et on répond comme ça. Donc c'est pas la lecture, hein, c'est repérer un signal, un élément dans le texte. Ça c'est une stratégie très présente dans ce profil d'élève. Et là ici on a donc Tony qui avait passé le test langagier que j'ai fait passer donc, aux élèves que j'ai suivis. Et il devait analyser une question. Vous allez me dire, j'ai peut-être pas bien formulé, j'ai réfléchi longtemps à la formulation après coup, je me suis dit que c'était pas la meilleure, donc c'est révélateur de la difficulté aussi de formuler des consignes. Donc dans le test, il y avait un texte, ensuite il y avait des questions, et ces questions précisaient, à la suite de la lecture de ce texte, estimes-tu que la phrase suivante est correcte? Voilà, et donc il y avait l'affirmation. C'était quand même à la suite de la lecture du texte, mais on peut se dire, voilà, est-ce que c'était évident pour lui qu'il devait vraiment analyser ce qui était dit dans le texte? C'est pas sûr, et du coup, j'ai fait des entretiens de verbalisation rétrospective, c'est-à-dire que je suis revenue sur le test avec les élèves pour leur demander, tiens, t'as répondu ça, et j'ai réexplicité ce que je voulais savoir, et lui a continué à maintenir que c'était sa réponse. Et donc, en gros, le paragraphe du texte qui était concerné, vous l'avez entre guillemets, c'est une histoire de Barack Obama qui a été qui est critiqué par la NRA et ils ont publié une vidéo et là on dit que la vidéo a provoqué l'indignation car elle abolit une règle de bienséance. Les enfants du président ne sont jamais traînés dans l'arène politique. J'avais proposé comme phrase: les Américains sont indignés parce que les enfants du président américain ne sont jamais traînés dans l'arène politique. Et je demandais donc si c'était correct. Donc là, à l'entretien, je reviens là-dessus, je dis, c'est vrai, donc t'as mis oui, est-ce que c'est vrai? Et puis il me dit, en soi, oui, je comprends, parce que j'imagine, si vous avez des enfants, et qu'Obama a des enfants, et que vous avez besoin que votre enfant soit protégé avec des gens qui ont des armes, mais que vous ne pouvez pas, mais que les filles du président le peuvent, il y a une injustice, et du coup j'ai mis oui. Et donc je demande, oui, mais par rapport au texte, et il me dit, si, moi je trouve ça logique. Donc c'est des élèves qui, même à la fin de la scolarité, n'ont pas le réflexe de considérer le texte comme un univers de sens clos, et a priori, on est censé en tout cas leur demander d'analyser plus ou moins tout le temps, et donc qui ont tendance à faire venir leurs propres représentations, leurs propres hypothèses, ce qui est intéressant par ailleurs dans d'autres contextes, mais ce qui les bloque dans l'analyse vraiment méthodique, scrupuleuse d'un texte. Je vais peut-être passer, parce que je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de temps. Je vais vous présenter un extrait typique du deuxième profil, le profil formaliste. Donc le premier profil, c'est vraiment une tendance conversationnelle qui apparaît un peu plus facilement à l'analyse, tandis qu'on a beaucoup d'élèves qui ont l'air de presque moins bien écrire que ce qu'ils parlent. Enfin, souvent, le contraire, on le dit, ils écrivent comme ils parlent, mais parfois c'est pire à l'écrit qu'à l'oral. Si on oralise ce qu'ils disent, ça n'a même pas de sens.
Donc certains parlent de folie langagière ou de graves problèmes de dyslexie, etc. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un rapport à la tâche, notamment écrite, souvent très formaliste, quasiment du bricolage. Et donc là on a l'extrait de Moubarak qui doit écrire un texte argumentatif sur le racisme. Donc ça, c'était des choses que je voyais souvent dans ce profil d'élèves et dont les enseignants se plaignaient beaucoup, parce que c'est vrai qu'on est assez démunis face à ça, on ne sait pas expliquer ce qui se passe. C'est des élèves qui, par ailleurs, en fait, vont avoir tendance à dire aux entretiens, et ça rejoint pas mal de choses qui ont déjà été dites, oui, mais de toute façon, c'est une langue tellement compliquée, moi, en général, la langue de l'école, je ne la comprends pas, que moi, j'essaye d'écrire comme le prof a parlé. C'est-à-dire qu'en gros, elle a mélangé des mots, il y avait bien une définition qui a été étudiée et qui, c'était donc juge la vie digne d'intérêt, je pense à la formulation initiale. Et donc, au lieu de se faire confiance et de faire confiance à son intuition linguistique pour faire sens, en répondant à une question dans une évaluation, elle se dit que c'est plus stratégique, scolairement, de reprendre les mots du prof, dont elle se souvient, et d'écrire une définition qui a l'air d'être une définition scolaire. Alors, il y a plusieurs effets. Ce sont des difficultés qui sont liées évidemment au parcours des élèves eux-mêmes, mais aussi au contexte scolaire dans lequel ils ont été plongés et aux différents dispositifs pédagogiques qui les amènent à écrire ou à lire. L'AIR parle de rencontres malheureuses de plusieurs variables et facteurs, parce que je pense en effet que c'est pas à un moment donné les profs, les élèves, l'école qui est responsable, mais que c'est globalement plein de facteurs plus ou moins négatifs qui font que ça devient délicat pour le parcours scolaire de nombreux élèves. Donc j'ai juste indiqué, mais en grisé, plusieurs éléments, mais moi ce que j'ai observé, c'est des mécanismes adaptatifs, parfois délétères, c'est-à-dire complètement contre-productifs. J'étais pas sûre à chaque fois que c'était des mécanismes adaptatifs, mais en tout cas, par moment, il y avait des tâches qui, dans l'école favorisée, étaient proposées de façon scripturale, qui par contre, dans l'école accueillant un public plutôt défavorisé, étaient adaptées, voire changées en fait. Après, voilà, il y avait des obligations de résultats, de la pression de l'institution qui font que les profs parfois se retrouvent dans des situations difficiles. Et c'est notamment le cas quand on adapte l'utilisation du mode langagier en classe à l'oral, mais aussi à l'écrit. Donc c'est-à-dire quand on accepte l'utilisation d'un mode conversationnel, notamment pour parler du contenu et se dire que ce qui est important, c'est qu'on évoque les choses de façon vraie. Si on discute de la colonisation, on va accepter que les élèves ne répondent pas comme ils le formuleraient à l'écrit. Et c'est là que je trouve ça intéressant de dire réponds comme tu le ferais à l'écrit. Tandis que dans l'école favorisée, il y avait beaucoup plus d'interactions que j'ai classées comme étant des interactions scripturales, à l'oral aussi, en classe. C'est-à-dire que les élèves étaient tout le temps entraînés à formuler les choses de façon décontextualisée, explicite, suffisamment dense, etc. Et je vais terminer, j'ai d'autres éléments, mais je vais terminer en disant que ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'on parle de mécanismes adaptatifs. Et parfois, certaines exigences sont même encore plus présentes, et pas les exigences scripturales, mais notamment la nécessité de mémoriser des choses. Dans certaines classes, les élèves devaient vraiment mémoriser beaucoup d'éléments et les reproduire, les restituer par cœur aux examens, notamment des analyses littéraires. Donc ils analysaient la poésie, plusieurs formes, etc. Et en fait, à l'évaluation, ils devaient reproduire ce qu'ils avaient étudié, ce que le prof avait dit en gros. Mais là, en fait, à moins que la personne se soit complètement emparée de la question et retravaille la production de la réponse, il y a quand même de fortes chances que ce soit juste des stratégies conversationnelles qui soient mobilisées, parce qu'on fait aller la mémoire, ce qui est bien, hein, mais globalement, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse. Tandis que dans les classes que j'ai suivies, où on faisait de l'analyse littéraire, où il y avait plutôt des élèves issus du milieu favorisé, il n'y avait quasiment aucune évaluation ne demandait d'analyser un texte qui avait déjà été analysé, et il y avait très peu de restitution. Il y avait aussi une tendance à donner beaucoup plus d'outils disponibles pendant les évaluations, outils de langue, mais aussi par exemple pour l'analyse historique, des outils de critères de fiabilité des documents par exemple, et pas dans l'autre classe.
ils devaient étudier d'abord les critères qui permettent de juger de la fiabilité d'un document, tandis que les autres, ils avaient des supports en fait, pour travailler leur méthode. Voilà, je vais terminer ici. J'avais formulé quelques principes didactiques, mais on pourra